jeunes entrepreneurs du numérique. Alors c'est un thème très très large, donc on aurait voulu vous parler plein de choses, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le lien entre la jeunesse et le numérique, pourquoi l'entrepreneuriat a autant le vent en poupe quand même aujourd'hui avec cet effet de mode. Mais on n'a pas 4 heures. Du coup, on a décidé d'avoir une trame très simple, axée sur l'accompagnement pour que vous puissiez repartir avec de vrais feedbacks et de vraies données pour vous aider derrière dans vos projets ou pour vous donner envie d'entreprendre. Donc 3 grands points globalement. Quand on n'a rien ou quand on n'est rien du tout, l'accompagnement très early stage au départ. L'accompagnement qui est très différent au niveau de la mentalité quand on cherche à accroître en croissance. Et enfin, la critique de cet écosystème, comment nous aujourd'hui on pourrait contribuer à améliorer tout ce bazar-là au niveau de l'accompagnement. Donc avec nous ce soir, on a Fabien Poulard, le CEO de Dictanova, la startup qui redonne la voix de vos clients au sein de l'entreprise. On peut l'applaudir. Alexia Ohanessian, je prononce bien, anciennement employée chez BPI France. Du coup, son expertise sera vachement intéressante pour nous ce soir. Et aujourd'hui, en charge du développement international chez Trello. Frédéric Gibert, le CEO et cofondateur de Studio Enjoy, le Airbnb du logement étudiant gratuit, qui est actuellement incubé, en fait, qui réside aujourd'hui dans le Startup Palace à Nantes, accompagné par l'Opération Éléphant. Du coup, ça sera super aussi pour nous de savoir un peu ce qu'ils font aujourd'hui pour les entrepreneurs nantais dans la région. Et enfin, on ne le présente plus, Michael Froger, le cofondateur et CEO de Lengo, qui vient tout juste, vous l'avez vu dans les médias, annoncer une levée de fonds de 10 millions d'euros. Bravo. Du coup, on va commencer avec toi, Michael, sur le baby entrepreneur. De quoi t'es parti et comment t'as réussi à faire aujourd'hui que Lengo soit aussi gros? Qui t'a accompagné, qui t'a aidé? Bonjour à tous. Bonsoir. D'où je suis parti et plus Lengo ou mon parcours à moi? Lengo, oui, d'accord. L'histoire de Lengo, elle est assez particulière. Pour être très franc, on est parti avec 1 000 euros. Voilà, c'est-à-dire que le fonds de démarrage de Lengo, c'est 1 000 euros. On était 3, on a mis 333 euros chacun. Et 3 ordis. Et surtout beaucoup d'accompagnement. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ça connote juste qu'on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de fonds en démarrage pour réussir ou fonctionner. C'est plus pratique, c'est sûr, ça aide. Et ça permet, entre guillemets, de gagner un peu de temps et d'aller un peu plus vite. Mais c'est pas nécessaire. Ce qui nous a permis surtout de grossir assez vite, c'est d'une expérience, puisque moi j'ai monté Lengo en 2009. Ça faisait quasiment une grosse dizaine d'années que je travaillais en salarié. Donc du coup, il y a eu toute cette expérience-là. Et l'expérience salariée amène aussi beaucoup de contacts, amène beaucoup de networking, amène beaucoup d'historique derrière moi. Donc du coup, on avait pas mal de personnes qui nous aidaient au quotidien, qui sont d'ailleurs soit toujours présentes au sein de Lengo, comme au conseil d'administration de Lengo, ce genre de choses, soit nous aident au quotidien sur des phases assez normales ou assez, entre guillemets, stratégiques, comme la communication. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, on s'est fait accompagner d'un ami à moi qui est le directeur de la com de Groupon Europe, qui du coup nous filait un coup de main. Pour être très franc, c'est celui qui a fait peut-être les 10 premiers CP de Lengo et qui nous filait des coups de main. Donc on s'est fait accompagner de manière assez normale, c'est-à-dire que pendant très très longtemps, c'était nos potes qui nous aidaient, etc. Ensuite, la boîte a commencé à vraiment grossir et l'accompagnement est clé en fait dans une start-up et surtout au démarrage, puisque vous êtes confronté sur des problématiques assez basiques au départ, sur des vrais enjeux comme le recrutement par exemple. On parle beaucoup de la levée de fonds, etc., de recherche de financement. C'est peut-être 90% des thèmes en fait, qui sont abordés sur des startups au quotidien. Sauf qu'en vrai, c'est pas si compliqué que ça et que c'est pas si, on va dire, difficile dans l'approche. Un côté difficile, pardon, c'est plutôt le RH. Et ça, c'est extrêmement important de l'aborder. Et ça, par exemple, on s'est pas mal fait accompagner soit de grandes personnes qui avaient fait aussi des croissances assez incroyables sur leur boîte, comme Logit.com, d'où je viens, ou 2 fois moins cher, Price Minister, ce genre de choses, mais aussi des cabinets ou des DRH, etc. Donc ça, c'est des exemples assez factuels que je vous donne sur des accompagnements. Ensuite, on a eu un accompagnement classique, puisque la première levée de fonds est arrivée. Qui dit première levée de fonds, dit fonds d'investissement qui structure un petit peu les choses. Et du coup, on a pas une forme de mentor, mais ce qu'on appelle les administrateurs dans les conseils d'administration qui sont là surtout pour vous aider. Ensuite, la deuxième levée de fonds et celle qui vient d'arriver amène encore beaucoup plus de structure. Donc,
On a eu un accompagnement assez classique, qui est surtout très pragmatique dans l'approche, parce qu'en fait, il faut toujours se faire accompagner sur quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Ça peut paraître idiot de dire ça, mais généralement, on est plus tenté de se faire accompagner sur des modèles qu'on connaît pour se rassurer sur les directions sur lesquelles on va. Or, il est plus important de se faire, entre guillemets, challenger sur des choses qu'on ne maîtrise pas pour avancer. Donc nous, on est allé chercher, par exemple, des domaines qu'on ne maîtrisait absolument pas, notamment la RH ou la finance, ce genre de choses. Sur le parti business ou produit, on avait une certaine expérience, donc on savait à peu près où on allait, donc on n'avait pas forcément besoin là-dessus. Ok, super. Fabien, toi, je crois que tu as été accompagné aussi par les entrepreneuriales. Est-ce que ça a été un accompagnement différent que ce que nous racontait Michael ? Oui, de toute façon, toutes les histoires sont différentes. Je pense que là-dessus, on peut tous se mettre d'accord. Les entrepreneuriales, donc, c'est un programme d'apprentissage sur le terrain qui est destiné plutôt aux étudiants. Et donc, moi, j'ai fait ce programme quand j'étais étudiant, plus spécifiquement dans ma dernière année de thèse. Donc, c'est forcément différent parce qu'on est encore étudiant, on n'est pas encore créé la boîte. Donc, c'est un exercice. Et c'est un exercice qui permet pendant 5 mois d'avoir un accompagnement par un coach qui est plutôt un professionnel du secteur, type expert comptable, ce genre de choses, et un entrepreneur qui amène lui le côté terrain, pragmatique, etc. Et c'est extrêmement enrichissant. Je recommande à tous les étudiants qui sont là d'y participer parce que c'est top. Et à l'issue de ça, j'ai soutenu ma thèse. C'était aussi une étape à passer. Et après, on a fondé l'entreprise. Mais ça a été assez structurant puisque moi, contrairement à Michael, j'ai fondé la boîte avec... j'ai jamais été salarié en fait, tout simplement. Donc aucune expérience professionnelle. J'ai travaillé dans le maïs et dans les stocks, dans la Monoprix, ce genre de choses. Donc autant dire que beaucoup de choses à apprendre, zéro réseau, etc. Donc là, pour ça, les entrepreneuriales, ça permet de poser les choses, de voir qu'est-ce que c'est qu'un BP, comment on prépare un lancement de boîte, à quoi il faut faire attention, etc. Donc c'est vraiment très structurant, très en amont. Frédéric, si on peut te demander, on vient de voir qu'il a suivi le programme des entrepreneuriales. Toi, dans ton équipe, si j'ai bien compris, il y a différents âges. Est-ce que vous faites tous accompagner globalement par une personne ? Est-ce qu'il y a différents accompagnements qui se passent ? Oui, il y a différents âges. Je suis le plus vieux de l'équipe, avec 35 ans. C'est souvent des jeunes diplômés qui sont dans l'équipe. Pour nous, c'était un peu le même cas que toi, Fabien. On ne connaissait pas grand-chose au monde des startups. On avait vraiment tout à apprendre. Donc, quand on a commencé à réfléchir au projet l'été dernier, on a lancé en premier temps un MVP et on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'accompagnement, qu'on avait besoin de réfléchir à notre business model, notre proposition de valeur, notre modèle économique. Et donc, on a intégré un groupe qui s'appelait Elton Pickford, qui s'appelle maintenant Birming Group. Et aussi à travers l'opération Éléphant qui nous aide encore. On est encore dans cet accompagnement. C'est un accompagnement qui dure sur 5 mois. Ça nous a permis quand même de passer d'un modèle économique. La première idée, c'était de proposer une inscription à l'année de 95 €. On a changé tout ça. Maintenant, on se rémunère à coût d'1 € par jour d'échange dans le cas de Study Enjoy. Donc effectivement, sans accompagnement, sans une belle réflexion autour du business, c'est très très dur d'imaginer tout seul ce qui est possible de faire. Alexia, toi, t'es une ancienne employée de la BPI, tu bosses actuellement chez Trello, mais je crois aussi que tu as plusieurs startups à ton actif. Alors moi, j'ai un parcours un peu différent. Ouais. Je suis partie de France après mes études et je suis allée m'installer au Brésil. Et donc là, j'ai commencé de zéro parce que je connaissais rien, même pas le portugais. Donc il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses et on a parlé du réseau, on a parlé de l'accompagnement. Donc une des premières choses que j'ai faites en fait pour mettre un peu le pied à l'étrier, c'est d'aller travailler dans les incubateurs brésiliens et du coup réseauter beaucoup. Et en fait, quand on n'a pas d'expérience et quand on n'a pas de réseau, en fait, on peut l'acquérir. Donc c'est important pas simplement d'avoir un nom d'école sur son diplôme, mais c'est important d'entretenir le réseau qu'on fait, de rencontrer des gens, de ne pas hésiter à prendre des personnes qui ont plus d'expérience et aussi de ne pas avoir peur de faire des choses qu'on ne connaît pas. Donc on en parlait, en fait, ça peut paraître le plus difficile, mais en fait, c'est là aussi où on apprend le plus. Donc moi, une fois au Brésil, j'ai travaillé pour BPI France pendant 2 ans pour accompagner les entreprises françaises qui voulaient s'installer en Amérique latine et avec toutes les offres de financement que BPI France peut avoir là-dessus. Et à l'issue de BPI France, j'ai monté une boîte de consulting qui s'appelle Yara Consulting pour les entreprises étrangères qui veulent s'implanter au Brésil.
Et mon deuxième client a été Trello qui m'a recruté en CDI. Donc je continue d'avoir mon activité de consultante. Mais donc je travaille pour une start-up américaine en étant basée à Rio et pour développer le marché mondial et notamment la France qu'on a lancé la semaine dernière. Donc c'est un parcours un peu atypique. Et une autre chose que j'ai montée aussi avec une amie, c'est un réseau qui s'appelle Ma Startup Carioca. Donc Carioca, c'est les habitants de Rio. C'est pour en fait tous les entrepreneurs de Rio français qui souvent ne se connaissent pas, traversent les mêmes difficultés et n'en parlent pas du tout entre eux. Donc du coup, justement dans cette idée de connecter les gens, d'amener du contenu, donc de l'expérience et du réseau, on a une rencontre à peu près une fois par mois. Et on aide les entrepreneurs français de Rio à se rencontrer, à rencontrer des intervenants brésiliens et à échanger un peu les galères, parce qu'il y en a, et les bonnes expériences qu'ils peuvent avoir, et surtout créer des synergies entre eux, parce qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais revenir vers toi, Michael. Fabien et Frédéric disaient qu'ils s'étaient fait accompagner par les entrepreneuriales et par Birman Group. Est-ce que toi, a posteriori, tu regrettes de ne pas avoir eu un accompagnement plus fort à la création et qui aurait pu t'aider au-delà du réseau ? Non. Nous, on est une boîte d'extraterrestres parce qu'on fait pas du tout la même chose que les autres. Donc, c'est hyper dur de répondre parce que c'est le caractère que j'ai et qu'on avait avec mes associés qui était d'y aller plus tout seul et d'apprendre. Je pense que c'est une super chose, mais à l'époque, il faut savoir qu'il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les incubateurs, il y en a partout, dans tous les sens. Il n'y a aucun problème pour se faire incuber. Il y en a dans les écoles, alors qu'avant, c'était assez difficile d'y aller, etc. Surtout dans le modèle start-up. C'est-à-dire que c'est peut-être HEC qui a sorti le premier truc incubateur start-up il y a très très longtemps, mais à notre époque, ça n'existait pas forcément. Je ne sais pas si si ça aurait été mieux ou moins bien. C'est impossible de répondre à cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, je ne le referai pas non plus parce que j'ai l'expérience en plus de Lingo, ce genre de choses. Mais je le conseille, ouais. Je pense que c'est bien. Ce qui est hyper important quand vous lancez, c'est l'entourage, en fait. C'est d'être avec des gens. Rien que ça, c'est hyper basique, mais il ne faut pas rester dans son garage tout seul parce que vous allez prendre votre câble réseau et ça ne va pas bien se passer. Parce que être tout seul, c'est déjà monter une boîte, c'est hyper compliqué parce que vous êtes seul, faut savoir. Certes, vous avez votre entourage qui vous dit c'est cool, c'est hyper bien ce que tu fais, etc. Vas-y, fonce. Sauf qu'en vrai, vous êtes tout seul comme un grand devant votre écran. Donc c'est hyper important d'être avec d'autres personnes, etc. Et ça, les incubateurs le font hyper bien. Ça permet de se challenger, ça permet de voir d'autres choses, ça permet de voir aussi que d'autres boîtes peuvent aller beaucoup plus vite que vous et du coup vous motive. Tout comme l'inverse aussi, ça vous permet de relativiser aussi des choses. Vous voyez des gens pas bien à certains moments et du coup, ça vous remet un petit peu les pendules à l'heure, etc. Donc, je le conseille, mais c'était pas pour nous. C'était pas pour vous, mais tu as quand même été en face de Julien Hervé pendant longtemps. Comment ça se fait que vous soyez retrouvés tous les deux ? Ouais, il faut en parler parce que... moi, il faut savoir que je ne suis pas nantais. J'ai fait toute ma carrière à Paris, je suis du Mans, et pendant 5-6 ans, parce que j'ai que le bac, je suis peut-être le moins diplômé de la bande dans cette salle-là, j'ai que le bac, j'ai travaillé 3 jours après mon bac, j'ai eu mon bac le jeudi, le lundi je travaillais chez M6, et du coup j'ai fait longtemps à Paris dans ma carrière, et du coup j'ai choisi de venir à Nantes pour vivre en fait. La moitié de mes potes étaient nantais, l'autre moitié était parisien. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais partir de Paris, donc je vais aller à Nantes. Et Julien est la première personne que j'ai rencontrée. Parce qu'on avait un peu sympathisé sur Twitter, je sais plus comment c'était passé, et puis il m'a dit le jour où tu arrives, viens me voir. Et à l'époque, il était dans les locaux de Girod Médical, il était tout seul, il n'y avait pas de salarié ni rien, moi j'avais pas de salarié non plus. On cherchait tous les deux des locaux parce que Lingo, pendant 6 mois, on était vraiment tout seul chez nous et on voulait des locaux pour embaucher nos premiers salariés. Et j'ai dit à Julien, écoute, ça sert à rien, tu cherches 50 mètres carrés, je cherche 50 mètres carrés, on prend 100 mètres carrés à deux et puis on n'en parle plus. Donc on a fini à Guisto pendant à peu près 1 an et demi, où on partageait la boîte, et puis les 2 boîtes ont grossi, on a levé avec les mêmes personnes quasiment les mêmes montants, et aujourd'hui on a des boîtes assez similaires. Et ça a servi un peu d'incubateur, ouais. Parce qu'on était 2, et nous par exemple on a démarré beaucoup plus fort qu'I-Advise à l'époque, qui s'est rattrapé bien sûr aujourd'hui, même peut-être plus fort que nous largement. Et du coup, on se challengeait tous les deux. Lui avait des clients, on a des clients assez similaires. 80% du parc d'I-Advise est quasiment le même que Lingo. Donc on s'aidait mutuellement, etc. Et ça, c'est hyper important, c'est sûr. Quand vous arrivez, vous avez une énorme tuile et vous êtes tout seul dans votre bureau,
c'est quand même rude, quoi. Quand il y a d'autres personnes, etc., vous sortez, vous fumez une clope, vous changez d'air, vous allez regarder. Moi, plein de fois, j'allais le voir, je disais qu'est-ce que tu fais, etc. Ça permet de changer d'air et de faire le truc, et c'est hyper important de faire ça. Ouais. Super important de s'entourer, comme tu le disais. Puis à un moment, tu parlais de à tel point c'est important d'être aidé par son entourage et d'être entouré de personnes. Ça me fait penser justement à un thème. Comment vous gérez, vous, le storytelling quand vous êtes lancé avec votre entourage, que ce soit avec votre famille, avec vos amis, avec les gens que vous côtoyez avant. Est-ce que c'est quelque chose qui a ripé? Est-ce que vous avez eu des réactions bizarres? Comment vous avez géré ça, Fabien, peut-être? Ils étaient effrayés. En fait, quand tu pars et que tu fais une thèse et que tu arrives à un bac plus 8, les mecs se disent c'est bon, tu vas rentrer dans un grand groupe ou alors tu vas faire une carrière académique, machin. Et là, tu leur dis en fait, je vais rien faire tout ça, je vais lancer une boîte. Mais c'est-à-dire, bah ouais, je vais pas me verser de salaire pendant plusieurs années et puis je vais voir ce que ça donne, etc. Donc là, ils paniquent total. Donc ils essayent de pas le montrer au début, tu sais, ils sont là tranquilles, ouais ça va, ça se passe bien, tu fais rentrer du chiffre, tu veux que je paye ton loyer ce mois-ci, comment ça se passe? Mais au final, on n'en parle pas et ça se passe très bien. Mais en vrai, on n'en parle pas. C'est-à-dire que moi, c'est un peu différent parce que j'ai quand même des parents qui ont accepté que j'arrête au bac pour monter, développer des sites internet. Donc autant vous dire que la confiance, ils l'avaient dès le départ. Donc ils m'ont toujours fait un peu confiance. C'est pas qu'ils s'en foutaient, mais ils disaient voilà, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Mais c'est vrai que moi, j'en parle pas non plus. Même avec mes amis, etc., j'essaye de vachement cloisonner les choses, en fait. Parce que faut savoir aussi qu'on est dans des mondes parallèles, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est hyper compliqué à comprendre au quotidien. Moi, le seul entrepreneur de ma famille, c'est mon beau-frère. Il a un garage, quoi. Non, mais ça fait peut-être 20 ans qu'il l'a. Il a toujours 8 salariés. C'est-à-dire nous, quand on parle d'hyper-croissance, etc., c'est des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, c'est hyper compliqué. Et du coup, c'est aussi très sain. C'est peut-être une des seules manières, moi, que j'ai de pas parler de lingo, quoi. C'est d'être. Alors après, bien sûr, il dit ça va, tout va bien. On dit oui, tout va bien, et puis c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Moi, ma mère a appris la levée de fonds parce qu'elle a ouvert le Ouest France au Mans et elle a vu le truc. Mais vraiment, elle savait que j'étais dans le dur au niveau du boulot, etc. Mais elle a appris la levée dans la presse. Justement, en parlant de presse. C'est vrai. Vous parlez peut-être peu de lingo à votre entourage, mais c'est vrai qu'on en entend parler. Et on entend parler de Study Enjoy aussi. Vous avez fait quand même pas mal de couverture média. Comment ça se passe, cette petite partie ça y est, vous quittez là, le stade de baby entrepreneur, vous arrivez à la croissance. Comment vous le gérez? Est-ce que vous faites appel à DRP? Alors, baby entrepreneur, je ne crois pas qu'on ait encore quitté ce stade. On est encore très jeune. La presse a été super pour nous. Ça nous a donné beaucoup de crédibilité. Ça nous a fait connaître. Par contre, il ne faut pas confondre presse et levier d'acquisition. Je pense que c'est super important. C'est pas dans notre cas, ce n'est pas ce qui nous amène à un grand nombre de chambres ou qui fait qu'on ait encore les résultats qu'on attend. Donc je pense qu'il faut bien faire attention avant de lancer une relation presse, de se dire c'est le bon moment de le faire. Et par contre, c'est vrai que voilà, ça crédibilise le business. Ça fait que je suis là aujourd'hui. Hein. Je prends ça un petit peu comme une journée de formation aussi. C'est ma première table ronde, donc ça fait un petit peu une sorte d'accompagnement. Mais ouais, relation presse, il faut prendre le bon temps, il faut choisir le bon temps pour bien le faire, pour vraiment avoir un impact intéressant. Sinon, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Mais dans notre cas, ça a été quand même assez positif. Merci beaucoup. Alexia, toi, avec toute ton expérience BPI, tu as dû apprendre beaucoup de choses sur comment trouver la bonne aide en financement pour déployer sa croissance. En quoi tu te sers aujourd'hui de cette expérience pour alimenter la croissance de Trello à l'international? Alors, il y a une première chose, c'est que donc moi, je suis partie de France il y a 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi, il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait vraiment aucun accompagnement. Il y en avait quelques-uns. Moi, je sais que j'ai fait l'école de commerce de Grenoble et on était très fiers d'être la première école à avoir un incubateur géré par des élèves. Donc, voilà. Et je trouve que justement, en revenant après cette période-là, c'est intéressant de voir tout ce qui a été mis en place, et notamment BPI France depuis à peu près 1 an, à la bourse French Tech, j'avoue que je connais pas tous les outils qui ont été mis en place récemment, mais il y a une vraie volonté d'une institution qui peut être vue comme publique et un peu lente, d'au contraire s'investir dans l'économie française de demain et d'essayer de de l'aider à grandir. Donc je sais que, sans rentrer dans tous les détails, mais je sais que par exemple, il y a ils ont employé une personne à temps plein à San Francisco, qui est l'ancien consul de San Francisco.
et qui s'occupe de toutes les relations avec les investisseurs aux États-Unis. Donc il y a une vraie volonté d'intégrer la France justement dans ce paysage numérique et d'aider, de favoriser de plus en plus les investissements. Donc pareil, il y a des produits qui aident les business angels à investir. C'est pas très connu. Mais BPI France peut mettre de l'argent en même temps que des business angels. Il y a beaucoup d'accompagnement de cette manière-là, tout comme il y en a au niveau de l'international, donc il y a un peu plus mon domaine. Depuis 6 ans, BPI France a des prêts pour que les entreprises aillent à l'étranger. Donc moi, je sais que quand j'étais au Brésil et que j'expliquais que j'étais BPI France, les entreprises me disaient « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Parce qu'on dit France, on dit argent français, on ne s'attend pas à ce qu'on soit à l'étranger. Et en fait, une des voies de la croissance, et surtout aujourd'hui, surtout avec le digital, c'est l'international. Et donc du coup, c'est quelque chose que le gouvernement a quand même compris et essaye de pousser avec plein d'initiatives et notamment de l'argent qui peut paraître un peu cher comme vu d'ici, mais quand on vient du Brésil, l'État français prête à des taux extrêmement avantageux. Donc ça, c'est pour la première partie. Après, pour Trello, j'aimerais bien revenir sur la presse, c'est ce qu'on disait. Quand on a lancé Trello à l'international, on ne savait pas trop où lancer, parce que surtout quand on est une entreprise américaine, c'est un peu le reste du monde, c'est un peu tout pareil. Donc il fallait déterminer dans quel pays on voulait lancer. Et donc on a fait une phase de test en Allemagne, Espagne et Brésil. En Espagne, on n'a rien fait, donc on a simplement traduit le site. En Allemagne, on avait un correspondant sur place qui nous a aidé à avoir 3-4 articles dans la presse. Et au Brésil, donc moi j'étais sur place et là on a fait énormément de presse. On a apparu dans 120 publications. On a fait de la télé, on a fait ensuite des campagnes marketing aussi autour. Et alors, ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, la presse, ça sert quand même un peu. Mais c'est sûr qu'il faut savoir parler à la presse, il faut avoir une information. Et il faut donc du coup travailler par exemple avec des deadlines et être tel jour, on lancera telle chose et c'est très important, c'est bien. Faire des embargos aussi pour être sûr que la presse ne divulgue aucune information avant la date, le jour J, c'est important aussi. Et donc du coup, le Brésil a beaucoup mieux marché que les 2 autres pays. Et aujourd'hui, en lançant la France et fort de ces expériences-là, on a justement contacté la presse, on a essayé de créer une information et on a essayé de s'imposer sur la scène médiatique à ce moment-là. Donc c'est pas bon. BPI France m'a appris beaucoup de choses sur justement l'accompagnement et le financement et l'importance du financement. Et là, par exemple, quand on va à l'international, il faut avoir de l'argent. Parce que ça coûte cher, parce que c'est loin, parce que c'est beaucoup d'efforts. En revanche, ce que m'a aussi donc appris Trello de l'autre côté par expérience, c'est que la presse, ça compte et qu'il faut être présent au bon moment. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes actif sur Twitter. N'hésitez pas à poser des questions aussi, même si vos commentaires sont très marrants. Et Alexia, tu as parlé de la bourse French Tech. Pardon. Je sais que tu as plusieurs casquettes, Michael, notamment avec Atlantique 2.0. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur la bourse French Tech et ce qu'on y fait ? C'est une très bonne chose parce que en fait c'est hyper compliqué de savoir et de répondre à la question est-ce que ça vous sert ou pas, parce que généralement c'est la question des journalistes qu'on nous pose. Concrètement non, parce que ça vous apporte pas d'argent ou de business ou ce genre de choses. Par contre ça apporte énormément sur l'écosystème français en règle générale, c'est-à-dire que ça nous a permis à tous de comprendre qui on était, quelle est la place qu'on avait autant dans le pays, dans l'Europe et dans le monde. Et ça a permis de découvrir énormément de villes et de boîtes qu'on ne connaissait pas. Moi, j'ai quand même une expérience parisienne où, de manière très honnête, sortie de Montrouge, je ne savais même pas qu'il y avait d'autres boîtes en France. Et j'ai honte de le dire aujourd'hui, mais c'est vrai. Je suis arrivé à Nantes, je ne connaissais pas une seule boîte nantaise start-up. C'est quand même hallucinant. Ça a quand même permis de découvrir des gars à Brest, à Dijon, à Lille, partout. Et ça, c'est hyper bien. Et je pense que ça va dans le bon sens. Comme j'ai toujours dit, on a toujours, pendant très très longtemps, on reprochait à la tête de ne pas nous regarder, plutôt de parler des licenciements dans l'industrie lourde, entre guillemets, plutôt que nos hyper-croissances à 3 chiffres tous les trimestres. Que maintenant que c'est fait, c'est à nous de faire le job et il ne faut pas se plaindre. Ils ne sont pas là pour nous porter et nous dire voilà, on va vous aider à réussir. Ils sont juste là pour nous accompagner au quotidien. Et ça rejoint un peu le fil rouge de cette table ronde, c'est accompagnement, quoi. C'est-à-dire que quand vous savez que vous avez quand même l'État derrière vous, une ministre qui n'hésite pas à venir vous faire ceci, cela, vous êtes quand même hyper accompagné encore une fois. Et du coup, vous êtes vraiment motivé. Et du coup, ça sert pas mal. Après, il y a plein de choses
satellitaires en fait. À côté de ça, par exemple, il y a BPI qui est vraiment collé à la French Tech, qui finance pas mal de choses. Il y a plein d'initiatives type incubateur qui reviennent encore une fois. Il y a des voyages entre nous, c'est-à-dire que nous, on s'est découverts et on est devenus potes dans des villes et du coup, on dit bah viens avec nous, on fait des échanges, on fait ceci, cela. C'est ça, en fait, ils sont en train de secouer un peu le cocotier pour que du coup, ça amorce un peu quelques pompes. Fabien, Frédéric, Mickaël vient de nous parler des aides étatiques. Est-ce que vous en bénéficiez? Si oui, lesquelles? Ou est-ce que vous pensez y faire appel? Alors nous, on a profité de BPI France la première année du lancement de l'entreprise. On a été lauréat du concours national de création d'entreprises de technologies innovantes. On reconnaît que c'est étatique parce que le nom, il est juste pourri. Et donc ça nous a pas mal aidé pour le lancement. Depuis, on est accompagné à peu près depuis le début par BPI France, qui est franchement très bien. En plus, à Nantes, ils sont super sympas. Franchement, en termes d'institutionnel, c'est les plus pros que j'ai jamais rencontrés. C'est-à-dire, ils n'ont jamais perdu un dossier. Quand ils t'appellent, ils disent qui ils sont, ils savent qui tu es. Et déjà, je pense que ça élimine à peu près la 3/4 des institutions françaises. Donc, à partir de là, franchement, BPI font un super boulot. Après, on va les voir quand on a besoin. Et faut pas oublier, parce qu'on parle d'accompagnement, d'incubation, etc. Faut pas oublier, pour revenir aux fondamentaux, que quand même, tu es pas mal tout seul et que ton premier levier de croissance, c'est toi qui te lèves le matin et qui va chercher des clients, quoi. Donc, les aides, c'est bien, il faut en profiter, il faut profiter de tout ce qu'il y a. Mais par contre, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a pas mal de pain sur la planche à côté et il faut aller taper dedans. Donc voilà, donc on profite de tout ce qu'on peut, mais sans oublier qu'il y a le reste. L'argent, l'accompagnement, et on parlait surtout aussi du réseau tout à l'heure. Par exemple, toi, Frédéric, c'est quoi la strat pour faire du réseau ou l'alimenter? Ce serait intéressant aussi pour toi, Mickaël, derrière, toi qui n'as pas fait de grande école. Je veux dire, généralement, c'est ce qu'on vend aussi. Tu sors du grande école, tu as l'étiquette, tu as le networking. Là, toi, tu es parti de rien. Comment vous avez bâti ce réseau et surtout comment vous l'entretenez? Parce que c'est facile de se faire choper des cartes de visite. Ce qui est dur derrière, c'est de l'entretenir. Donc Frédéric, toi, tu fais comment pour ça? Pour l'entretenir, je te dirai ça plus tard. Une fois de plus, on commence tout juste. C'est énormément de networking, bien sûr. Choper les cartes du business, mais pas que. Rayonner par rapport à son équipe, par rapport à son travail. Une fois de plus, l'accompagnement aide beaucoup, notamment l'opération éléphant. Je vois mon ami ici de Alomich qui fait partie de l'opération éléphant. On s'entraide les uns les autres. Il y a tout un network, une fois de plus, qui se met en place. Après, ça reste juste du network, c'est pas un levier d'acquisition. Comme tu le disais, il faut se lever le matin, aller chercher les clients et tous les jours entreprendre. C'est bien le mot d'ordre, entreprendre tous les jours, avoir des idées et travailler sur toutes ces idées. Jamais rien laisser de côté, tout essayer et se dire ça marche pas, ça marche. Et voilà, en fait, on n'a pas vraiment la science infuse. Je crois que je suis moins diplômé que toi, j'ai un CAP café brasserie. Donc on invente, on apprend notre boulot tous les jours. C'est ça en fait qui est une des choses les plus dures quand on crée une compagnie, c'est qu'on apprend son boulot au fur et à mesure. Et en tant que CEO, on est aussi censé donner la marche à suivre et donner l'exemple. C'est pas toujours évident, mais bon, en étant un petit peu courageux, puis en continuant, ça se fait. Toi, Mickaël, sur le réseau, peut-être en quelques mots? Bah, moi, j'ai pas un réseau d'écoles, effectivement, type grandes écoles, ce genre de choses. Par contre, j'ai un réseau de salariés. C'est-à-dire que j'ai, encore une fois, longtemps travaillé. Donc, j'ai des anciens collègues de bureau qui ont monté des énormes boîtes. Pour la petite histoire, Bruno Lévesque, qui est quand même le fondateur et CEO de PrestaShop, était mon stagiaire technique quand j'étais chez leguide.com. Ça vous donne juste un ordre d'idée de la consanguinité du réseau, quoi. L'ancienne patronne de leguide.com est maintenant au conseil d'administration de Lingo, etc. Donc j'ai construit ça là-dessus. Pour l'entretenir et absorber, ça reste des choses humaines, il faut s'intéresser aux gens. C'est-à-dire qu'un réseau, ça se construit parce que vous vous intéressez aux gens et que vous faites des liaisons, il faut rendre service et ensuite on vous rend service, etc. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, il ne faut pas l'appeler quand vous avez besoin. Il faut l'appeler pour savoir si ça va bien. Quand il a besoin de quelque chose, il faut être là pour lui, etc. Après, il faut être un peu partout, mais en même temps, c'est un peu le côté... de toute façon, nous, on a un métier de schizophrène en tant que CEO, c'est qu'on vend une vision et on apporte une vision. Notre rôle dans une boîte, c'est d'amener une vision et de faire que tout le monde aille dans cette vision-là, mais en même temps, il faut gérer le quotidien. Donc, moi,
Moi, j'ai passé quelques mois à lever des fonds où en fait vous vendez une vision à des investisseurs et vous retournez et vous avez le quotidien du genre il y a machin qui a démissionné ou il y a machin qui est pas bien, etc. Donc c'est hyper schizophrène et aussi dans cette approche quotidienne qu'il faut avoir. Donc du coup, il faut vraiment... Le réseau, vous l'avez parce que c'est ici le réseau, par exemple, c'est d'aller dans des confs, c'est d'aller à l'Hub Forum de la BPI, ce genre de choses, mais en même temps, il ne faut pas trop y aller. Fred Mazella, qui vient quand même de lever 200 millions de dollars pour info, a dit un truc hyper juste, c'est que la chose la plus compliquée qu'il ait eu à faire, c'est de savoir dire non. Et quelquefois, vous êtes obligé de dire non. Quand on vous invite à des trucs, quand on vous dit viens ici, etc., il faut savoir dire non parce qu'il faut rester focus sur sa boîte. Et à un moment donné, la dispersion un peu partout vous amène dans un mur, mais en même temps, vous en avez besoin. Donc c'est toujours un jeu de funambule où il ne faut pas franchir la limite, il faut essayer d'être un peu entre les deux. Merci d'être venu du coup. On sait que l'actualité est chargée. Frédéric, j'ai une question pour vous. Sur Twitter, on demande un peu de détails sur l'opération éléphant, sur le Startup Palace. Qu'est-ce qui s'y fait ? Startup Palace, alors la chose à retenir, c'est qu'on a des trottinettes pour se déplacer dans les bureaux. Ça, c'est super cool. C'est un espace de bureau qui fait plus de 1000 m², qui regroupe déjà une dizaine de startups. Ce qui est très appréciable pour nous, c'est qu'on a Florian Hervéou qui donc dirige l'opération éléphant, qui est là pour nous tous les jours. Dès qu'on a besoin d'un conseil, il est là, bienveillant, toujours 5 minutes à nous donner. Le programme s'étale sur 5 mois, il me semble. Il y a des ateliers une fois toutes les 2 semaines qui vont regrouper des choses comme apprendre à coder, enfin vraiment du basique. Des ateliers sur les réseaux sociaux, des ateliers comptabilité, enfin vraiment toutes les petites bases de knowledge qu'on a besoin d'avoir. Et au-delà de ça, on a les quick wins tous les mercredis, tous les mardis. Donc c'est 2 heures qu'on se met de côté pour faire les petites tâches de boulot qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Des fois c'est chacun de son côté, des fois c'est en équipe, on se met tous ensemble pour travailler sur un sujet. Et tous les lundis, Florian vient nous voir et puis nous tape sur les doigts si on n'a pas respecté nos cibles de la semaine d'avant et on lui donne tous nos objectifs à venir. Donc ça se passe plutôt bien et c'est effectivement pas seul. C'est vraiment le gros truc. On est entouré d'autres entrepreneurs et voilà, on n'est plus tout seul dans son coin, on peut avancer presque en équipe. Génial. Alexia, toi, tu as été des 2 côtés de la barrière, j'ai envie de dire, chez BPI, chez Trello maintenant, même en tant que solo entrepreneuse. Si tu devais faire une critique, du coup, vu que tu as un panorama quand même assez objectif de ce qui se passe, on sentait un peu dans la voix, genre aujourd'hui, il y a plein d'incubateurs, etc. On sent déjà des petites critiques naître ou soit du moins une analyse de ce qui se passe. Toi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'accompagnement en France ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Et en quoi tes 2 expériences te permettent justement de jeter un regard objectif dessus ? Alors moi, ce que je trouve déjà génial, c'est que tous ces accompagnements existent, parce que vraiment, il y a 4 ans, ils n'existaient pas. Ouais. Donc c'est fou qu'en aussi peu de temps, il y en ait autant. Par contre, ce qui est dangereux, c'est qu'il y en a beaucoup. Et que donc, du coup, je suis désolée de vous l'avouer, mais ils ne vont pas tous survivre. Et donc c'est important d'amener du contenu et de ne pas simplement amener un nom, de ne pas simplement amener... le réseau, c'est important, mais il faut que ce soit du réseau qui construise quelque chose. Et donc, pour que demain, ces choses-là existent encore, il faut justement... construire des choses qui existent, qui vont exister demain. Au Brésil, par exemple, il y avait, quand moi je suis arrivée, c'était l'année où le Brésil avait le vent en poupe, tout était extraordinaire, il y allait y avoir des Silicon Valley du Brésil dans chaque ville, il y avait des dizaines et des dizaines d'incubateurs partout. Là, le Brésil est en train d'être touché par la crise et les incubateurs ferment les uns après les autres. Donc, je ne vous le souhaite pas à tous ceux qui sont dans des incubateurs. Mais simplement, il faut aussi apprendre à pas trop se reposer sur cet accompagnement et ne pas oublier que votre entreprise vit seule en dehors de ça et doit apprendre à vivre seule en dehors de ça et doit apprendre à vivre en dehors même des accompagnements financiers pour être rentable un jour. Et donc, du coup, ça, c'est des choses qui, à mon avis, sont importantes. Même si, en règle générale, je trouve que l'initiative, justement, mettre la lumière sur le numérique, en plus, on a énormément de compétences en France, et tout ça, c'est une chose qui est très positive. Merci. Vous parliez du nombre d'incubateurs. Apparemment, on va en avoir un nouveau à Nantes, sur le e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Mickaël ? En fait, ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi il y a pas mal d'incubateurs, c'est que sous le mot incubateur, il y a un peu de tout. Il y a de l'hôtel d'entreprise où en gros c'est un incubateur mais en fait vous louez des bureaux.
Vous avez des systèmes de formation qui plus de la notion de formation, où, comme je disais, en fait, vous apprenez à coder, à faire un PNL, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est plus de la formation. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est hyper pragmatique. C'est en gros, on va déménager dans plus de 1600 mètres carrés au minimum. À Nantes, puisqu'à Paris, on est à 900. On va avoir pas mal d'espace. On va avoir un peu plus de temps qu'avant parce que on arrive pour une fois à plus de 120 personnes aujourd'hui. On recrute 30 personnes avant décembre. Donc du coup, qui dit grosse structure dit aussi plus de temps parce qu'en fait, il y a plus de granularité dans les fonctions et dans les tâches quotidiennes, ce qui fait qu'on va être capable d'aider des gars qui se lancent sur un secteur qui est très niché, qui est le e-commerce, qui est hyper technologique, qui est bourré d'expérience. C'est-à-dire que pour avancer sur le e-commerce, il faut vraiment absorber toute la connaissance que vous pouvez avoir. Et moi, je suis convaincu que demain, en fait, tu as complètement raison, ceux qui vont perdurer, ce sont les spécialisés, en fait. Et aujourd'hui, je pense que ce qui manque aujourd'hui, même en France, c'est un incubateur d'e-commerce. C'est comment est-ce qu'on aide une boîte qui tourne autour du e-commerce de près ou de loin. Nous, Lingo, avec toute notre expérience, on a 3600 marchands, clients, on a 1800 partenaires. On a une structure quand même assez grosse en termes d'écosystème e-commerce et en termes d'expérience. Et ça, moi, ce que je veux, c'est de l'apporter à des gens. Donc, on n'aura pas de système de formation où pendant 5 mois, en gros, tu es incubé, etc. C'est surtout, on va avoir une boîte qui va prendre tous les locaux pendant 10 ans parce qu'elle va être bien chez nous. Peut-être qu'on en aura 10, etc. Et l'idée, c'est que les mentors soient des personnes de chez Lingo. Voilà. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand vous allez bosser dans la technique, etc., quand vous avez le CTO de Lingo, c'est sympa qu'ils puissent vous aider, ce genre de choses, surtout quand c'est très axé e-commerce. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc c'est un peu un mode, encore une fois, on a une boîte à part, mais c'est vraiment un incubateur qui est là pour aider les boîtes à grossir, tout comme nous, on a réussi à grossir, et les aider au quotidien à absorber cette croissance sur un domaine que nous, pour le coup, on maîtrise bien. Moi, je suis incapable d'aider une boîte très loin du e-commerce, parce que même si c'est une boîte, et même si on peut dire oui, tu as une croissance, etc., oui, mais je ne saurais peut-être pas faire ça dans un domaine que je maîtrise absolument pas. Donc nous, c'est plus ça. Donc moi, je crois plus dans un modèle comme ça. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes. On voit Showroom Privé, Thierry Petit, qui a monté un incubateur qui est dédié à la mode technologique. Donc en gros, il va faire des objets connectés dans la mode, etc. Donc lui, c'est pareil. Il s'est dit, voilà, dans la mode, nous, on est capable de les aider. Pour info, Showroom Privé, c'est le concurrent de vente privée. Ça fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est un peu costaud. Et du coup, les gars vont dire, voilà, on va être capable de vous aider dans ce modèle très spécifique qui est l'incubateur spécialisé mode. Voilà. Et moi, j'y crois beaucoup plus que des incubateurs dits généralisés parce que c'est hyper dur de connaître tous les spectres de fonctionnalités. Moi, je suis capable de t'aider sur certains points, mais peut-être pas d'autres, etc. Donc, nous, on va peut-être absorber d'autres personnes. On va peut-être aller chercher Julien et lui dire, écoute, viens nous aider, etc. Peut-être, s'il a une expertise e-commerce intéressante. Et du coup, on peut postuler jusqu'à quand ? Le 15 novembre, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. On a une vingtaine de dossiers aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi que nous, on choisisse les dossiers. Pourquoi on va choisir les dossiers ? Parce qu'on va être capable de les aider. Voilà, moi, je ne veux pas absorber quelqu'un et être incapable de l'aider. Et on veut que ça soit l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'on va se rencontrer aussi. Parce que si ça se trouve, les gars ne vont pas nous aimer. Ils ne vont pas vouloir venir chez nous parce qu'on est cons. Et du coup, ça va pas matcher. L'incubation, elle est aussi hyper importante dans cette notion-là. C'est qu'il faut avoir envie de travailler tous les deux. C'est que la startup doit avoir envie de travailler avec le gars qui veut l'incuber et vice-versa. Donc c'est pour ça qu'on a une notion de 10 dossiers. C'est qu'on veut rencontrer les personnes, comprendre comment est-ce qu'on peut les aider et de répondre oui ou non, tout simplement. Et là, on a reçu des dossiers où concrètement, on est incapable de les aider. Même dans le e-commerce de près ou de loin, ils ont des problématiques où moi, je préfère être honnête et dire non, ça sert à rien. Et je ne veux pas faire de l'hôtel d'entreprise pour faire de l'entreprise. C'est vraiment de l'accompagnement pur et dur. Voilà. Vous en retirez quoi, vous, à part l'acte généreux ? Quel est le retour derrière ? Ce derrière ? que je disais tout à l'heure, nous, on n'en serait jamais là si on n'avait pas été aidé, vraiment, de manière honnête. Tu as raison quand tu dis, oui, il faut se lever tous les matins, etc. Mais il y a une bonne partie des choses qui est quand même sur l'accompagnement extérieur. Quand vous faites une levée de fonds, il y a toujours un gars qui va appeler un autre gars pour savoir si les mecs sont bons. C'est toujours bien d'avoir un certain réseau et que tout le monde dise que vous êtes bon. Parce que si ce n'est pas le cas, le gars se dit non, ils sont mauvais, ça sert à rien, laisse tomber. Bah, le gars, il raccroche son truc et il fait laisse tomber. Donc, on a été hyper aidés sur des petites broutilles comme sur des gros trucs. Et c'est un peu service rendu à la nation, quoi. Je me dis, voilà, si je peux à mon tour aider... avec 3 fois rien, parce qu'on ne parle pas d'investir, on ne prend pas les tickets dans les boîtes, on a un modèle très... Voilà, c'est juste
il y aura un business model qui est aussi voulu parce que je veux que les boîtes qui vont venir chez nous se responsabilisent. Voilà, je veux que tous les matins, tu te lèves à 9h du mat parce qu'effectivement, tu payes un loyer. Donc, ça t'évite un peu de glander chez toi. Tu dis, oh, en fait, j'y vais pas. Mais on ne prendra pas de participation, ce genre de choses, parce qu'on n'est pas des investisseurs. Moi, je ne le suis pas moi-même. Je ne sais pas faire ça, par exemple. Je ne suis pas un investisseur, je ne le serai jamais. Je ne pense pas. Et du coup, c'est vraiment pour les aider à notre tour. Si je peux les aider, je préfère le faire. Donc c'est un peu un mix entre l'esprit un peu de redevance comme aux US et puis de l'open innovation. Et puis redonner un peu ce qu'on t'a donné, toi, quand il y avait des galères. Ça quoi. fait très longtemps que je le dis, et quand j'ai pris la présidence d'Atlantique, moi, ce que je rêve, c'est qu'il y ait demain 5 Taille Advise. Voilà, aujourd'hui, nous, on fait malheureusement partie de l'ancienne génération nantaise de start-up. Ouais. Voilà, on a 5-6 ans, et aujourd'hui, il faut qu'on parle de Dictanova, de tout ça, plutôt que de Lengo IoT, parce que c'est la nouvelle génération qu'il faut aider et qu'il faut apporter. Et nous, aujourd'hui, on a une assise qui fait que on a des moyens financiers, on a des gars derrière nous, on est installé entre guillemets, etc. Même si on est en hyper-croissance ou autre. Mais du coup, on doit préparer la nouvelle génération. Et ça fait partie de... ça, c'est une brique d'un mur qu'on est tous en train de construire à Atlantique ou autre. Mais c'est important d'en avoir plein des briques pour construire un mur. Carrément. Bah, ça me fait penser justement à une question. Atlantique, Nantes, vous, boîte en hyper-croissance aussi, mais il y a d'autres belles boîtes aussi là en devenir avec nous ce soir. Pourquoi le choix de Nantes ? Parce qu'il y a souvent le fantasme, la nécessité de monter à la capitale, monter à Paris. Vous avez décidé de rester à Nantes, par exemple, Frédéric. Pourquoi Nantes, toi, de ton côté, et pourquoi pas direct le rêve de Paris, qui est peut-être pas un rêve, justement. Oui, voilà. Paris, c'est pas vraiment un rêve. Enfin, j'ai habité à Londres pendant 15 ans, donc autant être dans une capitale, autant être à Londres. Et Nantes, il y avait de la famille qui était là, ça aide sur le choix. Et puis ça fait 4 ans que j'y suis maintenant et j'en bougerai pas, très franchement. Nantes, il y a un bel écosystème, les gens sont sympas, il y a une vraie vie, que ce soit au niveau culture, artistique ou au niveau business. Puis il y a un grand éléphant. De temps en temps, il y a un dragon. Et non, franchement, c'est une très belle ville que j'aime beaucoup. Yes. Par contre, dès la première, et Francky peut en témoigner, dès la première minute où je suis arrivé ici, j'ai dit attention quand même, c'est-à-dire que Paris restera Paris. Paris restera toujours Paris, tout comme la Silicon Valley restera toujours la Silicon Valley. Paris restera toujours plus gros que Nantes, il ne faut pas se leurrer. Pourquoi ? Parce que les VC sont là-bas, parce que les partenaires sont là-bas, parce que les clients sont là-bas, parce que tout le monde est là-bas. Donc il faut faire attention aussi, c'est-à-dire que nous, Nantais, on a besoin de Paris. Il ne faut pas avoir des œillères, c'est-à-dire que moi j'y suis toutes les semaines. Alors certes, il y a une grande partie de la boîte chez Lengo qui est là-bas, mais tous nos clients sont là-bas, etc. Et il faut faire hyper attention au côté un peu trop à l'inverse en disant on est des warriors, on va tous réussir ici, on reste là et fuck Paris entre guillemets. Moi, pas plus tard qu'avant-hier, sur le salon de commerce, il y a un gars qui m'a dit si je monte ma startup, du coup, il faut que je vienne à Nantes parce que Julien avait annoncé son tour de 14 millions. Donc, du coup, il y a des journalistes qui sont venus, on peut avoir une photo à 24 millions, bon, bref. Et du coup, les mecs nous disent mais en fait, il faut être là, quoi. Non, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas venir à Nantes que tu vas faire comme Julien, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut faire hyper attention à l'autre extrême. Et je pense qu'il faut toujours garder un juste milieu. C'est hyper important de le garder en tête. C'est important ce qu'il vient de dire. Les clients sont à Paris, donc il faut quand même aussi être à Paris. Fabien, est-ce que toi, Dictanova, du coup, tu penses monter une autre antenne ou le siège restera toujours ici et l'activité ici ? C'est difficile de se prononcer sur le passé, c'est pas forcément facile de se prononcer sur le futur non plus. Moi, Nantes, c'est ville de cœur. Alors, moi, j'ai jamais été attiré par Paris, c'est une grosse ville. Et moi, je viens de la campagne, je viens du sud Vendée, du Marais Poitevin, donc c'est pas trop mon kiff. Donc Nantes, on s'est installé ici parce que j'étais là depuis des années pour les études supérieures. Voilà. Par contre, à Paris, il faut y aller régulièrement. Effectivement, l'Île-de-France, c'est quand même, 70% du PIB français, un truc comme ça. Donc travailler rien qu'en France, ça limite le marché. En plus, travailler rien que pas à Paris, ça limite d'autant plus. Donc peut-être qu'il y aura une antenne, je sais pas. En termes de culture d'entreprise, je préfère pour l'instant et pour les années à venir plutôt concentrer en un seul établissement. Mais maintenant, on ne sait jamais de quoi demain sera fait et ça se trouve, ce sera nécessaire d'y monter. Difficile à dire. Merci.
Alexia, oui. Un petit mot parce que là, on est très chauviniste, on parle de Nantes, mais toi, tu as une expérience internationale. Non, mais j'ai une expérience similaire. Bon, vous allez rire, mais je vais comparer Nantes à New York. Je pense que quelque chose qui est intéressant, il y a un lien. Quelque chose qui est intéressant dans l'histoire de Trello, c'est qu'à l'origine, ça a été monté par 2 personnes qui ont monté une entreprise qui s'appelle Fog Creek, qui a été ouverte il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, Internet, il y avait la première bulle Internet. En fait, ils l'ont ouvert en pleine première bulle Internet, ce qui n'était pas très stratégique, mais ils l'ont quand même fait. Et en fait, c'était 2 développeurs qui sortaient d'école et le seul job qu'on leur proposait, c'était des fonctions support dans les grands groupes. Et eux, en tant que développeurs, ils trouvaient ça bien, mais par exemple, travailler pour une banque, c'était pas non plus ce qu'ils avaient prévu en tête. Donc, ils ont tout lâché pour monter leur entreprise. Et justement, à cette époque-là, tout le monde allait dans la Silicon Valley. Et eux, ils voulaient pas y aller. Et donc, ils ont ouvert Fog Creek à New York, donc, bon, qui est certes un peu plus actif que Nantes, mais quand même. Dans le digital, à l'époque, à New York, il ne se passait absolument rien. Et ouvrir une entreprise de software à New York, c'était complètement absurde. Et ils l'ont fait parce qu'eux voulaient continuer d'y vivre. Ils ont aussi ouvert une entreprise qui justement représentait une culture d'entreprise différente pour les développeurs. Donc les développeurs arrêtaient d'être au 3e sous-sol sans fenêtre et étaient dans des grands bureaux avec des grandes fenêtres. Et à partir de ça, en fait, ça leur a permis au contraire d'attirer des talents qu'ils n'auraient pas réussi à avoir en étant dans la Silicon Valley. Parce que justement, tous les New-Yorkais qui voulaient, eux, continuer à travailler dans des softwares, et qui n'avaient pas envie d'aller à Silicon Valley, n'avaient pas beaucoup d'options. Et donc là, eux, ça leur a permis d'attirer des talents. Et à l'inverse, maintenant que New York est devenu tout aussi attractif dans le digital, ils ont développé autre chose, c'est que la moitié des employés travaillent de chez eux. Et ça leur a permis d'avoir des talents partout aux États-Unis, bon, et à l'étranger aussi. Mais donc, du coup, de ne pas perdre, à cause de leur situation géographique, l'opportunité d'avoir d'autres personnes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été très important et qui est très développé. Et quand même, sur 50 personnes, 25 qui travaillent de chez soi. C'est pas toujours facile à gérer. Donc, il y a plein de problèmes et plein de solutions aussi avec ça. Mais je pense que c'est important quand on est une ville, justement, qui a un concurrent très fort comme c'est le cas entre Nantes et Paris, d'avoir ça en tête, de garder, si on a des valeurs fortes attachées à la ville, de garder ces valeurs et d'essayer de les reproduire sans pour autant aller contre Paris, mais en ayant aussi des talents ailleurs qu'à Nantes, mais tout en étant dans la culture de l'entreprise. Donc on peut comparer Nantes et New York. Super. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Parce que sur Twitter, on a eu une question, enfin un tweet avec un point d'interrogation. Je m'entends de ma voix dans le micro, donc ça fait bizarre. Non, une question par rapport à ce que vous venez de dire sur le marché. Je me souviens d'une réflexion de Quentin Adam au Connecting Day l'année dernière, où il y a un monsieur d'une petite PME de Vendée qui disait nous, on aimerait être sur le marché international, etc. Et Quentin le regarde et lui dit mais vous êtes sur Internet, comment vous faites pour ne pas l'être? Donc Internet, c'est un marché global. Donc c'est pour ça que par rapport à ce que disait Michael sur le fait d'être Paris-Nantes, est-ce qu'on n'est pas sur une réflexion un peu franco-française ou qu'à un moment le marché, peut-être que je me plante, c'est pas une attaque, c'est une réflexion. Nous on commence à travailler entre la France et le Canada et l'Afrique, et d'un seul coup c'est une question de langue qui se pose. Et c'est ce que j'allais te répondre, parce que l'autre côté est vrai, la réponse de Quentin elle est un peu difficile, parce que oui c'est global, sauf qu'en vrai ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que Internet est connecté au monde entier avec Skype dans tous les sens qu'une start-up est internationale dès la base. D'ailleurs, ça se voit sur les résultats. Mais du coup, ce qui est important, c'est que, en vrai, c'est la culture qui est hyper importante. Chez Lengo, nous, par exemple, quand on s'est lancé en 2012 à l'international, on a intégré 18 nationalités dans la boîte en 10 mois. Parce qu'en fait, quand vous vendez en Suède, il faut parler suédois, il faut être suédois, il faut avoir la culture suédoise. Et la culture suédoise est différente de la culture hollandaise. La manière de commercialiser est différente des pays. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est clé. Parce que... ma question, elle est vraiment en fait, est-ce que la solution, c'est pas ce que tu proposais, vous proposez, qui est de fait de dire, on peut être à Nantes ou n'importe où, dans le Limousin ou ailleurs, et trouver la bonne façon d'avoir une entreprise qui existe
en dehors du siège, avec des gens qui sont partout et qui représentent les cultures dans lesquelles on doit exister en tant que produit et service. Après, c'est une culture de boîte. C'est qu'il y a des boîtes qui adorent le télétravail parce qu'ils sont hyper bien organisés, ils aiment ça. Nous, chez nous, on n'en a pas parce qu'honnêtement, j'aime pas ça et que du coup, je préfère avoir tout le monde avec moi et avoir une vraie culture. Mais oui, c'est possible, largement. Il y a plein d'exemples. Un Do You Buzz marche hyper bien avec une notion très particulière des choses. Donc, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, par exemple, pour répondre à ta question, on a créé un hub à Paris. C'est-à-dire que Paris, en fait, draine les 18 pays, même les 20 pays couverts au monde, avec toutes les nationalités dans la plateforme. Et en fait, on va pitcher un peu partout au monde, au téléphone ou au Skype. Mais on a été obligé d'aller... En fait, le débat, il s'est un peu écarté, à mon avis. Paris-Nantes, l'idée, c'est, quand je disais tout se passe à Paris, c'est que faut pas... c'est dans la démarche et dans la manière d'amener les choses. Par exemple, un cas concret à Nantes, quand tu te lances en Suède, comment tu fais ? Ils sont où les profils ? T'en as pas. Voilà, t'as pas de natif. C'est pour ça que nous, on est parti à Paris. C'est qu'on a lancé le UK et l'Allemagne. On était contents, avec 3-4 profils dans chaque pays. Puis à un moment donné, quand on dit, bon, bah les gars, ça marche vraiment bien, on y va vraiment. Et là, t'as un DRH qui te dit, bah, vous êtes sympas les gars, mais il n'y a pas de profil. Et ben, t'es obligé d'aller chercher les profils. Et les profils, ils sont en France, ils sont à Paris, parce que nativement, un Suédois, quand il vient ici, bah, il vient pas à Nantes. Voilà. Désolé, hein, mais... Mais d'autres profils, c'est encore le cas. Mais c'est plus dans cette approche-là. Mais nous, par exemple, c'est un cas concret. Julien a réussi à Nantes, lui, tout faire. Donc, toutes les boîtes sont différentes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est vrai. Il n'y a pas de solution miracle. C'est la solution que tu as envie de faire et qui te semble la bonne. Après, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? Tu t'adaptes et tu gères la chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a des micros volants aussi, pas besoin de venir jusqu'au fil si vous souhaitez. Non ? J'ai juste posé la culture de l'exit. On n'a pas encore d'exit. Enfin, je regarde. On n'a pas la culture des... Il y a des exits, hein. Simon, t'es un exit. Ouais, c'est... Je suis désolé. Oui, ok. C'est un exit. Non, ici, ce qui manque, c'est un gros exit. Pourquoi ? Parce que tout ce qui va arriver après l'exit va être de l'argent qui va ressaupoudrer derrière. C'est-à-dire que vous prenez des zones géographiques qui sont plus... Prenez Lille, par exemple, qui est hyper développée en termes de start-up, etc. Parce que là-bas, il y a une famille qui s'appelle Muliez qui réinvestit partout parce qu'ils ont des fonds et qui leur permettent en fait de faire développer les startups. C'est vrai que moi, si je vends ma boîte 1 milliard, je serais hyper content de te filer 100 millions en levée, quoi. Voilà. Mais sauf que je les ai pas. Je suis hyper désolé, mais je les ai pas. Donc ça va. Mais on l'attend, ce truc. Il risque de pas tarder, mais on l'attend. Mais faudra faire gaffe aussi à ce que on se transforme pas en truc un peu bizarre où on s'emballe un peu dans tous les sens, etc. Ce qui est arrivé aussi dans certaines zones ou dans certains endroits. Il faudra faire un peu attention à ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai, mais il y a quand même des réseaux de business angels, ce genre de choses. Mais il manque un vrai exit derrière. Mais il devrait pas tarder. Ma question, c'était dans cet axe-là. Je pense que tu parlais tout à l'heure que tu étais déjà dans la génération des anciens start-upers. Ouais. Et on imagine bien, logique, de se dire qu'une fois que tu fais un exit... c'est Ma question, c'était direct aussi, est-ce que tu vas rester sur Nantes ? Allez, on y va aussi. Ah, moi, je vis ici, ma vie est ici. Je passe ma vie dans un train. Hein, les contrôleurs, ils m'appellent par mon prénom maintenant, mais je resterai ici, ouais. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je suis pas sûr que je serai un investisseur derrière ou autre, mais des projets comme l'incubateur, comme avec Atlantique, ce genre de choses, oui, ça participe au sujet. Mais comme vous voyez aussi, quand il y a une première levée de fonds, une deuxième, une troisième, les VC commencent à s'intéresser à tout ça. Donc en fait, c'est une zone de presse tellement énorme. Vous prenez un fonds d'investissement Alven Capital, il a 4 participations à Nantes. C'est hallucinant. Donc, et c'est du jamais vu quasiment hors Paris d'avoir des zones aussi élevées où des fonds sont hyper imprégnés à l'intérieur. BPI, parce que pour rappel, BPI, c'est la Banque publique d'investissement. On en parle depuis tout à l'heure, mais en gros, 50% c'est du prêt. C'est une vraie banque. Et 50% c'est de l'investissement. C'est des vrais VC, c'est des fonds d'investissement. Donc il y a une première partie où en gros vous pouvez avoir des prêts à taux zéro, etc. qui financent la recherche et compagnie. Ça remplace le fameux truc un peu pourri qu'on a qui est le CIR et tout. Qui vous permet de ne pas vous prendre un contrôle fiscal les 6 mois d'après le truc. Bon bref. Et du coup, l'autre c'est vraiment de l'investissement pur et dur.
Lengo iAdvise, autour de 10 et 14 millions, il y a une partie qui a été faite par la BPI, qui est un vrai fonds d'investissement, donc qui apporte une vraie culture et qui est hyper abordable par rapport aux autres fonds, parce que leur mission, elle est vraiment d'aider et de porter les boîtes. Donc attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est hyper simple, c'est même peut-être les fonds les plus compliqués à aborder, parce qu'ils sont hyper durs, vu que tout le monde va les voir, du coup forcément ils sont hyper sélectifs et tout. Mais ça aide pas mal. Donc ça permet, des exits ici chez nous permettront en fait d'aller aider plus de boîtes. C'est vrai qu'il y a des boîtes, il suffit de pas grand-chose pour se lancer, hein, vraiment. Il n'y a pas besoin d'1 million pour se lancer, ou même 100 000, etc. Vous prenez votre ordi, ça par contre c'est la magie d'Internet. Vous prenez votre ordi, vous prenez votre ligne free à 29 € et en avant Guingamp. Voilà, vraiment. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'autre chose, vous n'avez pas de stock à acheter, vous n'avez pas tout ça, etc. Si vous êtes développeur en plus, c'est plus facile, ou si vous êtes dans le business, c'est plus facile aussi, etc. Donc ça, par contre, ça permettra en fait d'avoir des petits tickets de 100 000, 200 000 qui là permettent d'embaucher directement des personnes ou ce genre de choses. Et ça, c'est hyper bien. Mais il faudra que ça arrive, mais ça va arriver. Super, merci. Alors là, maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle le temps additionnel. 2 questions, 30 secondes chacun de réponse. On commence par Fabien et puis on arrive jusqu'à Mickaël. Première question, faut-il apprendre à coder dès la 6e ? Coder, c'est une culture et je pense que... Enfin, derrière coder, il y a plein de choses. Mais pour faire simple, la logique de la programmation, on peut l'apprendre dès le primaire. Super. Et ce ne serait pas une mauvaise chose. La seule chose que j'ai retenue de prépa, c'est mes cours de code. Donc, pas forcément dès la 6e, mais je pense que c'est important aujourd'hui de savoir lire un code, dans les grandes lignes, de savoir comment fonctionne cette logique et être capable de toucher à quelque chose un peu pour faire progresser. Yes. Coder dès la 6e ? Ouais, dès la 6e. Pourquoi pas, oui, ça me paraît intéressant. C'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir déjà ces connaissances avant de commencer une boîte. Ça m'aurait permis de gagner un peu de temps. Après, voilà, je pense que chacun son boulot aussi. On ne va pas non plus piquer le boulot des codeurs. Donc voilà. Ouais, c'est un peu la même réponse. C'est attention au phénomène de mode du développeur, etc. Tout le monde n'est pas développeur. Et heureusement, parce que sinon on va se retrouver avec une armée de développeurs et aucun maître pour les vendre. Donc le principe d'avoir une startup, c'est qu'il faut le coder effectivement, mais il faut qu'il y ait un gars qui le vende. Et généralement les développeurs sont des très mauvais vendeurs. Hein. Ça se saurait sinon. Super, merci. Justement, à propos d'effet de mode, il y a un accélérateur, enfin, ils n'aiment pas qu'on dise accélérateur à Paris, il s'appelle The Family, qui a sa tagline, il s'appelle Anyone can become an entrepreneur. Et j'aimerais vous poser la question justement, bon, faut pas casser l'ambiance, hein, parce que vous êtes d'accord avec cette tagline ? Est-ce qu'il ne faut pas faire gaffe avec ça ? Putain, la question de 2 minutes, c'est pas le plus facile. Faut pas oublier un truc, c'est que quand t'es entrepreneur, t'en chies quand même un peu, quoi. Donc, potentiellement, pourquoi pas ? Après, faut avoir un peu de résilience et faut avoir envie. De toute façon, si t'as pas de passion, tu dois avoir une passion pour être entrepreneur, à mon avis. Sinon, tu tiens pas le coup, quoi. Moi, je pense que tout le monde peut apprendre tout et n'importe quoi. Donc, on n'est jamais mauvais dans quelque chose, où on peut toujours tout apprendre. Et et souvent, la vie, c'est simplement prendre un peu de risque. Donc, c'est savoir franchir le pas d'après. Après, être entrepreneur, ça convient pas à tout le monde. Et il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés, il y a des gens qui ont besoin d'avoir une hiérarchie, il y a des gens qui ont besoin de tout ça. Et les entrepreneurs ont besoin de ces gens-là pour avancer. Donc, tout le monde peut, mais tout le monde ne doit pas le faire, je dirais. Tout le monde peut être entrepreneur. Je pense que c'est assez important d'être un peu naïf avant de commencer. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de la charge de boulot qu'on se met sur les épaules quand on commence. Mais en tout cas, je le conseillerais vraiment à tout le monde qui se sent de se lancer, parce que c'est intellectuellement et émotionnellement, c'est vraiment quelque chose de bien qui apporte énormément. J'ai un peu pété l'ambiance, mais je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, vraiment. Et encore une fois, heureusement, faut une force de caractère assez démultipliée. Et il faut une force de vision aussi assez lointaine dans l'approche et dans la manière de faire, beaucoup de recul sur soi, accepter la remise en question, etc. Donc au-delà du courage, etc., il y a beaucoup de traits de caractère à avoir à la base qui ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde. Après,
on peut apprendre. Mais pas beaucoup. Merci à vous quatre d'avoir partagé vos expériences et répondu aux questions. On vous garde encore 30 minutes parce qu'on passe au concours de pitch maintenant qui est dédié aux entrepreneuriales et qu'on remercie pour ce partenariat. Du coup...